Bonjour à tous. Chaque année, plusieurs millions de personnes sont hospitalisées dans les établissements publics de santé. Mais trop souvent, les patients connaissent mal leurs droits et se retrouvent démunis lors de leur séjour à l'hôpital. Pourtant, il suffirait de quelques conseils pour éviter bien des inquiétudes. C'est justement l'objectif de ce film, faire connaître aux personnes malades accueillies dans les hôpitaux leurs droits essentiels pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur santé. Nous allons commencer cette émission par une courte scène de fiction. Notre héros s'appelle Patrick et il arrive tout juste à l'hôpital. On regarde. Est-ce que j'ai tous mes papiers? Mais arrête de t'inquiéter, tout va bien se passer. Je ne m'inquiète pas, qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, je regarde tes bagages. T'as rien oublié? Mais c'est réel. Merci. Bon alors, je récapitule, hein. J'ai donc ma convocation, ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte de mutuelle, et j'ai pris aussi, au cas où, on sait jamais, mon carnet de vaccination, mon permis de conduire, mes feuilles de paye. Oui, bah c'est bon, je pense qu'on a tout. Ouais. En même temps, t'es là pour 3 jours maxi, d'accord? Ouais. À ce rythme-là, je me demande si on n'y sera pas demain à l'hôpital. Bon, on voit que c'est pas toi qui te fais opérer. Finalement, je me le demande. Mathilde! Bonjour. Bonjour. Patrick. Ah. Bien. Madame, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, c'est pour mon mari. Il doit rentrer aujourd'hui pour se faire opérer. Nous avons déjà rempli le dossier de préadmission. Hein. Très bien. Monsieur, est-ce que vous pourriez me remettre votre convocation et une pièce d'identité? Oui. Une pièce d'identité. Ah pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà, merci, c'est surtout ça dont j'ai besoin. Merci. Alors, bien, tout est en règle. Donc vous êtes bien monsieur Patrick Lemur, vous êtes né le 16 juin 65. Votre adresse, c'est... 25 rue des Buissons, Voilà, dans le très 10e bien. arrondissement. Très bien. La personne à prévenir, Ma femme, Mathilde. d'accord, au même numéro, au téléphone de votre domicile? Oui, 01 42 3 x 49. Très bien. Bon, eh bien, voilà, je vais vous rendre votre... Merci. Alors, voilà votre dossier d'admission, hein, à remettre au service d'accueil du service d'urologie. Voilà, je vais vous demander de signer ici. Hein, c'est derrière vous, au fond du couloir. C'est au 3e étage. Voilà, c'est ici. Très bien. L'infirmière vous remettra le livret d'accueil, hein, où vous trouverez toutes les explications et les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'hésitez pas à remplir le questionnaire de fin de séjour. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, pour les objets de valeur, les papiers de valeur, tout ça. Ah oui, vous avez un coffre hein, dans votre chambre. Un coffre. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez. Très bien, merci. Voilà. Au revoir. Oui, donc c'est au 3e. Au 3e. Au fond du couloir. 3e étage. Voilà, pas facile pour Patrick avant même d'être opéré, rien que d'aller à l'accueil, au secrétariat, il est déjà paniqué. On le retrouvera avec sa femme Mathilde à plusieurs reprises au cours de l'émission pour suivre les différentes étapes de leur séjour à l'hôpital. Marjorie Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe du directeur des affaires juridiques et des droits du patient à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors on va essayer déjà de comprendre depuis quand finalement il y a une reconnaissance officielle que les malades ont des droits, quoi. Ces droits-là du malade datent essentiellement de la loi du 4 mars 2002, de la loi sur les droits des patients et la loi Kouchner. Ouais. Et ces droits-là ont également été repris dans la charte de la personne hospitalisée, qui est une charte qui s'entend largement au titre de la personne hospitalisée
qui fait l'objet d'une hospitalisation ou qui vient à l'hôpital en consultation ou aux urgences. Voilà. Alors, un résumé de cette charte de la personne hospitalisée est remis à chaque personne qui rentre à l'hôpital à son entrée même dans l'établissement. Elle comporte 11 points clés qui vont constituer notre fil rouge tout au long de cette émission, vous allez voir. On va commencer, c'est assez original, par le premier point. C'est ce qu'il y a de plus simple. Le service public hospitalier est accessible à tous. Alors vous allez nous aider un petit peu sur les premiers points de cette charte, déjà à essayer de traduire, parce que parfois les termes juridiques ne sont pas très simples pour tout le monde. Alors ça veut dire quoi, ça, accessible à tous ? Ça veut dire que le service public hospitalier garantit un libre accès à toute personne malade au sein de l'hôpital, quelle que soit son origine, et garantit notamment cet accès aux personnes démunies. C'est la caractéristique du service public hospitalier. Et en particulier, en cas d'urgence, pour les personnes qui seraient dépourvues de toute couverture sociale, qui ne seraient pas couvertes par l'assurance maladie ou qui ne bénéficieraient pas de l'AME, on ne les laisse pas dehors. On ne les laisse pas dehors, on les accueille également. D'accord. Alors, point numéro 2 de cette charte, et puis dans le premier point, il faut aussi que les personnes handicapées puissent accéder. Parce que exactement. Il y a également le libre accès aux personnes handicapées qui est garanti. D'accord. Alors, point numéro 2 de cette charte, ce point numéro 2 dit que les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Pas sûr que toutes les personnes qui nous regardent aient pu vérifier un sourire aussi merveilleux que cette dame dans notre fiction. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça, c'est un principe qui s'applique à tout établissement de santé, qu'il soit public ou privé, et il signifie le principe de non-discrimination. Ça veut dire que l'accès est garanti à la personne qui se présente en fonction de l'état de santé que l'état de santé requiert pour lui garantir des soins, et qu'on ne peut pas discriminer dans cet accès à l'hôpital, ni en fonction du sexe, ni en fonction de l'état de santé, du handicap, de la situation de famille, de la religion, des opinions, des caractéristiques génétiques, tous les critères qui donneraient lieu à un motif de discrimination. Alors, on va passer au troisième point de cette charte. C'est un point qui est particulièrement important. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le médecin doit en effet donner aux patients une information intelligible, compréhensible et objective sur son état de santé et les traitements qui lui sont proposés. Cette information, elle est donnée au cours d'un entretien médical, c'est-à-dire une rencontre entre le médecin et son patient, un moment très important de la prise en charge. On va retrouver Patrick, qui était déjà donc très inquiet tout à l'heure, il n'a pas encore vu le médecin, et sa femme Mathilde. La scène se passe quelques jours avant l'admission de Patrick à l'hôpital. Monsieur Lemur. Oui. Bonjour. Bonjour, docteur. Madame Lemur, je suppose. Bonjour, docteur. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, monsieur Lemur, comment allez-vous ? Bien, très bien. Alors, depuis notre dernière consultation, vous avez donc passé les examens sanguins et d'urine, ainsi que l'échographie de la prostate et de la vessie. Je vois que vous êtes accompagné de votre épouse, que vous avez choisi comme votre personne de confiance, c'est très bien. Alors, le diagnostic est confirmé, donc malgré votre jeune âge, il s'agit bien d'une HBP. C'est un adénome de la prostate. Un AD. Je vous explique. La prostate se situe autour du canal de l'urètre, qui permet l'évacuation de la vessie. L'adénome, c'est une affection bénigne qui, en fait, augmente le volume de la prostate, ce qui comprime l'urètre et crée une gêne à l'évacuation des urines, ce qui est bien votre cas. Oui. Excusez-moi, docteur. Est-ce qu'on pourrait continuer cette conversation, entre hommes ? Mais enfin, chérie, outre le fait d'être ta femme, je suis aussi ta personne de confiance. C'est mon rôle d'être à tes côtés pour t'aider, t'appuyer dans tes démarches. Très bien. Ok. Continue, docteur.
Alors, dans votre cas, nous allons donc procéder à ce qu'on appelle une résection endoscopique de la prostate par voie naturelle, à l'aide d'un instrument qu'on appelle un résecteur, qui, à son extrémité, comporte une anse métallique. Dans cette anse, en fait, circule un circuit électrique qui peut soit couper, soit coaguler le tissu prostatique, ce qui permet en quelque sorte de raboter la partie de la prostate qui est à l'origine de l'obstruction urinaire. À la fin de l'intervention, on place une sonde urinaire pour une durée de 24 à 48 heures, le temps d'attendre que les saignements cessent. Voilà. Et vous sortez 24 à 48 heures après l'ablation de la sonde. Il y a des complications? Il peut y avoir des petits saignements ou une sensation de brûlure en urinant, mais vraiment rien de grave. Par contre, il est très important de boire 2 à 3 litres d'eau par jour, tous les jours, pendant les 3 semaines qui suivent l'intervention. Voilà. D'accord, c'est parfaitement clair, docteur. Sexuellement, Voilà. alors, les érections ne sont pas du tout modifiées, sont même parfois améliorées. Et pour ce qui est du plaisir et de l'orgasme, il reste tout à fait intact et il n'y a aucun risque d'incontinence urinaire. Voilà. Tout est clair? Vous avez des questions? J'ai tout compris. Alors, je propose de programmer l'intervention pour dans 3 semaines. Hein, vous allez contacter le secrétariat de l'anesthésie. D'accord? Je dois filer au bloc, donc je vous laisse aller voir l'infirmière pour préparer votre venue à l'hôpital. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, tout est dans le dossier. Hein. Très bien. D'accord? Merci, docteur. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors tu vois, c'est pas si grave. Non. Non. T'es rassuré maintenant? Oui. Oui, enfin, quand même, Mathilde, est-ce que tu peux m'expliquer ce que le docteur a voulu dire quand il a parlé de sécateur? Puis alors, cette anémone là qu'il faut arroser avec 2 ou 3 litres d'eau par jour. Je crois que tu vas avoir besoin de ta personne de confiance, toi. Ah, c'est possible, ça. Patrick! Oui. C'est vrai qu'il a l'air tout à fait rassuré, Patrick. Hein. Il est très, 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 très cool. On va le retrouver tout à l'heure. Alors, Marjorie Obadia, cet entretien médical, on l'a vu, permet d'informer le patient sur son état de santé, sur les soins qu'il va recevoir. Avant de voir si un patient peut refuser éventuellement d'être informé sur son état de santé, est-ce que les patients disent parfois que le médecin n'a pas été très clair? C'est pas toujours un langage facile à comprendre, et les médecins ne sont pas tous des vulgarisateurs. Tout à fait. Les médecins doivent apprendre à expliquer et peut-être parfois à traduire en langage simple l'explication et surtout l'information qu'ils donnent au patient sur ce qui va lui arriver, son état de santé et les soins dont il va faire l'objet. Et ça, c'est un travail que le médecin lui-même doit accomplir. Ouais. Oui, parce qu'à la fac, on nous apprend une langue qui n'est pas celle des patients. Ils apprennent le langage technique et médical. Et il faut aussi. Et ils parlent entre eux en permanence avec un jargon. Avec un jargon médical qui est difficilement compréhensible. Vous avez beaucoup de personnes qui reprochent ce langage un petit peu compliqué? Oui, il y a pas mal de réclamations de patients qui concernent le fait qu'ils n'ont pas tout à fait compris leur parcours de santé au sein de l'hôpital et qu'ils n'ont pas tout à fait compris les enjeux et les choix et les alternatives. Et puis en plus, ils n'osent pas demander aux médecins de répéter parce qu'ils veulent. Oui. Il y a le respect du. Il y a le respect du corps médical dans son ensemble, oui, et l'autorité dont le médecin est le symbole. Alors si je ne veux pas être informé sur mon état de santé, est-ce que le médecin peut ne rien me dire? Je lui dis voilà, me dites pas si j'ai un cancer, me dites pas si j'ai ça, me dites pas ce que vous allez me faire, vous faites ce que vous voulez. Oui. C'est possible, parce que le principe, c'est la volonté du patient. Donc si la volonté du patient, elle est clairement exprimée, comme quoi il ne veut pas être informé ni d'un diagnostic, ni d'un pronostic, on doit la respecter. Le seul bémol et la seule exception, c'est quand il y a un risque de transmission d'une pathologie à des tiers. Là, pour les autres, en quelque sorte, on passe outre la volonté du patient. Alors, on a vu que Patrick avait désigné sa femme comme personne de confiance. C'est souvent le cas. Hein. On désigne l'époux ou l'épouse ou le compagnon, la compagne, ne serait-ce que pour ne pas se faire disputer. Et à quoi ça sert, en fait, cette personne de confiance? Elle a un double rôle. La personne de confiance, c'est la personne qui assiste le patient,
et qui va discuter avec elle de ses choix éventuels en termes de thérapeutique, de son parcours, qui va partager avec elle son parcours médical et qui va, le cas échéant, assister aux entretiens médicaux avec le patient. Et puis elle a un autre rôle qui est quand même très important, notamment en cas de pathologie lourde ou de difficultés dans la prise en charge. Quand le patient se trouve à un moment ou à un autre, pour une quelconque raison, hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est cette personne de confiance qui va être en quelque sorte l'interlocuteur de l'équipe médicale en ce qui concerne l'expression de ce que pensait le patient par rapport à sa pathologie, ses soins, son traitement, etc. C'est pas un rôle à prendre à la légère, parce que on compare parfois en disant, vous savez, quand vous remplissez des papiers en disant personne à prévenir en cas de problème, vous donnez un numéro de téléphone et puis hop, on vous appelle jamais. Là, c'est quelque chose de très sérieux. C'est totalement. Il faut pas du tout confondre la personne de confiance avec les proches ou avec les membres de la famille. D'ailleurs, il n'est pas du tout obligé que la personne de confiance soit un membre de la famille. La personne de confiance, elle est investie d'une véritable mission et d'un véritable rôle, et elle va être elle va être amenée à discuter avec l'équipe médicale, sachant que c'est l'équipe médicale à la fin qui prendra sa décision, hein, c'est pas la personne de confiance qui décide, mais elle va être un interlocuteur important, et il faut pour cela que la personne de confiance soit justement dans une totale transparence avec le patient, et surtout que la démarche soit anticipée. Parce qu'on ne pense pas forcément à une personne de confiance dans la mesure où on ne pense pas que les choses risquent de mal tourner et qu'on risque de ne plus être en état d'exprimer sa volonté. Là, on a vu que Patrick prenait sa femme, mais ça peut être son médecin, par exemple, son médecin traitant. Ça peut être son médecin traitant, ça peut être un ami médecin, ça peut être un ami tout court, ça peut être un frère, une sœur, qui on veut. Et concrètement, on se désigne comment ? C'est par écrit, un formulaire à remplir ? Oui. La seule obligation, c'est que la désignation de la personne de confiance se fasse par un écrit. Il y a d'ailleurs des formulaires qui sont donnés à l'intérieur dès l'arrivée et souvent placés dans le livret d'accueil à destination des personnes hospitalisées, et elles n'ont qu'à remplir ce formulaire. Sachant aussi qu'elles peuvent revenir sur leur décision. Oui, c'est comme un mariage, quoi. On peut divorcer. Oui. Elles peuvent revenir même oralement sur leur désignation. Merci pour ces explications. Alors on vient de le voir, l'entretien individuel avec le médecin et avec l'appui de la personne de confiance permet d'informer le patient sur son état de santé et les traitements qu'il va subir. Mais l'information de l'usager ne s'arrête pas là. Comment le patient peut-il se renseigner sur le déroulement de son séjour, les formalités d'admission ou encore sur sa maladie ? Regardons un rapide récapitulatif en images de toutes les sources d'informations à la disposition des malades, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital. Le personnel hospitalier est formé à l'accueil des malades et de leurs accompagnants. Ils peuvent vous donner tous les renseignements utiles à votre séjour. Votre médecin traitant doit aussi être un interlocuteur privilégié, véritable intermédiaire entre vous et les services hospitaliers. Certains hôpitaux accueillent des espaces de rencontre et d'information ou bien des maisons d'information en santé. Dans ces lieux ouverts à tous, des animateurs vous accompagnent dans la recherche et la compréhension d'informations médicales complémentaires à celles fournies par les médecins. En dehors des hôpitaux, de nombreuses associations généralistes ou spécialisées peuvent vous renseigner et vous aider dans vos démarches. Le collectif interassociatif sur la santé regroupe quant à lui plus de 30 associations et contribue à défendre les intérêts des usagers. Alors on l'a compris, à l'hôpital, tout doit être fait pour informer au mieux les patients. Alors pourquoi cette information est-elle indispensable ? Eh bien tout simplement parce que le principe d'inviolabilité du corps humain interdit aux médecins de soigner ou de pratiquer une intervention sans l'accord du malade. Ça figure d'ailleurs dans le 4e point de la charte de la personne hospitalisée. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Professeur Romain Cagna, bonjour. Vous êtes otorhinolaryngologiste à l'hôpital Lariboisière à Paris. C'est quoi exactement ce consentement libre et éclairé ? Là encore, ce sont des termes que les patients ne comprennent pas forcément. Un consentement, ça veut dire d'abord qu'il faut qu'il soit d'accord. Pour qu'il soit d'accord, eh bien, il faut qu'il soit complètement libre dans cette décision. C'est-à-dire que cette décision lui appartient complètement, à savoir que aucune contrainte ne peut être faite sur lui, que ce soit de la part de sa famille, d'autres amis, ou encore
même du médecin ou du d'une médecin, autre oui, équipe. parce que vous pouvez très bien avoir envie d'influencer Absolument. votre patient à qui vous voulez enlever quelque chose. Au contraire, on leur propose même des deuxièmes avis s'ils le souhaitent, bien sûr en dehors du cadre de l'urgence, de manière à ce qu'une décision soit prise et complètement assumée, en connaissance de cause, à la fois de la maladie et puis de ce qu'il risque, avec ce qu'on va lui faire, et sans. Et quand vous avez, vous donnez ce consentement, c'est-à-dire que ça se passe comment? Vous donnez par écrit toutes les complications possibles. Ça a été un des grands problèmes au début de cette histoire. On disait, mais les gens, ils vont jamais se faire opérer avec tout ce qu'ils risquent d'avoir et tout ce qu'ils disent, mais on part en courant. Oui, je crois que là, vous touchez un point critique qui est vraiment l'information. L'information, il faut d'abord qu'elle soit bien comprise. C'est ça qui est le point délicat. D'abord sur pourquoi on l'opère. Donc il faut bien comprendre quel est le bénéfice attendu pour le patient, parce que si effectivement on le met sur une table d'opération, c'est qu'il y a un bénéfice ultime. L'information aussi, elle comprend aussi les alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'une opération, c'est-à-dire des moyens médicaux? Et puis enfin, et c'est la partie la plus délicate, c'est sur potentiellement les risques et les complications. Mais comme vous le dites, effectivement, les risques et complications, il y en a toujours dans la vie. Moi, j'ai coutume de dire, si vous prenez votre voiture, l'avion, le train, on ne peut jamais exclure, moi je ne prédis pas l'avenir, qu'il puisse y avoir un accident. Et dans ce cadre-là, vous devez être informé qu'il peut y avoir des complications, parfois qui sont plus spécifiques à tel ou tel acte. Mais c'est d'ailleurs le point le plus critique parce qu'elles sont souvent rares ou exceptionnelles, potentiellement graves. On a l'obligation d'en informer les patients. Et c'est très difficile, dès qu'on aborde ce genre de sujet très délicat, on perd un petit peu de vue quel est finalement le bénéfice premier, l'objectif premier de l'intervention chirurgicale. Parce que le bénéfice, vous le résumez en une phrase, les complications, il faut 10 pages. Absolument, ça amène souvent à discussion. Comment il dit qu'il est d'accord, le patient? Comment il signifie son consentement? Alors, d'abord, il y a des actes très simples de la vie courante, hospitalière, par exemple une prise de sang qui est pour faire un groupe ou une numération. C'est un consentement, le patient consent, il doit être d'accord, on ne le force pas, mais c'est quelque chose qui se fait sans consentement écrit. En revanche, quand ça engage une responsabilité et du patient et du praticien, un acte chirurgical, parfois certains protocoles, effectivement, le consentement peut être amené à être recueilli de manière écrite. Alors les protocoles, on va en reparler. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Un consentement spécifique est également prévu pour les personnes participant à une recherche biomédicale, justement, autrement dit, à des essais cliniques. Ça figure d'ailleurs dans le 6e point de la charte de la personne hospitalisée qui nous dit qu'une recherche biomédicale ne peut être réalisée sans que la personne ait donné son consentement après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles. Avant d'en parler plus en détail, on va regarder brièvement en quoi consistent les essais cliniques avec ce petit reportage. Pour prouver son efficacité et son absence de toxicité, chaque nouveau médicament doit faire l'objet d'une série de tests chez l'homme. Ces tests, ce sont les essais cliniques. Ils se déroulent en plusieurs étapes successives qui s'étalent parfois sur une dizaine d'années. Les essais cliniques se déroulent en général en 4 phases. La phase 1 consiste surtout à étudier la tolérance et l'innocuité des nouveaux médicaments. Donc en général, elle se passe sur un tout petit nombre de patients. Parfois, c'est la première fois que le médicament est donné à l'être humain. Une fois que cette phase est passée sans rencontrer de toxicité majeure ou rédhibitoire, on peut passer aux essais dits de phase 2, qui ceux-là vont chercher plutôt à tester l'efficacité. Ensuite, on peut passer aux essais dits de phase 3, qui cette fois vont être des essais comparatifs pour essayer de juger si le nouveau médicament qui est testé apporte quelque chose par rapport à ce qu'on a déjà. Donc ces essais dits de phase 3 peuvent être faits soit contre un placebo, soit, si on en a un, contre le meilleur traitement disponible actuellement. Et enfin, les essais dits de phase 4 sont plutôt des études une fois que le médicament est mis sur le marché, et ces essais cherchent à réévaluer son efficacité. Les 3 premières phases des essais cliniques se déroulent à l'hôpital, selon une règle du jeu très stricte. Médicaments classiques ou nouveaux médicaments, ni le médecin ni le patient ne peut décider du traitement qui sera administré. Le choix se fait par randomisation, autrement dit par tirage au sort, de manière totalement indépendante du service dans lequel se déroule l'essai. L'objectif, éviter toute influence extérieure susceptible de biaiser les résultats de l'étude. Et cette randomisation n'est pas la seule précaution prise. Une autre technique,
pour ces essais cliniques, notamment comparatifs, c'est de les faire ce qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le traitement effectivement reçu par le patient. Alors, en simple aveugle, c'est le patient qui ne sait pas, et ce qu'on appelle les essais en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin qui s'en occupe ne savent ce qu'il reçoit entre le placebo et la molécule active. Très encadrés sur le plan médical et éthique, les essais cliniques sont essentiels pour mettre au point les médicaments de demain et ainsi améliorer le pronostic de nombreuses maladies. La recherche biomédicale, on vient de le dire dans le reportage, est très encadrée. Tout est fait pour protéger au mieux les patients qui entrent dans les essais cliniques. Aujourd'hui, les associations de malades participent d'ailleurs très largement à ces essais. Une collaboration a même été mise en place entre l'INSERM, organisme de recherche qui organise de nombreux essais cliniques, et un collège de plusieurs associations. Cette collaboration s'appelle la mission INSERM Association. Dominique Donnet-Camel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette mission. Alors, c'est quoi son rôle ? C'est de travailler avec les associations de malades pour justement améliorer l'ensemble de tout ce processus que vous venez de décrire, c'est-à-dire la recherche clinique, les essais cliniques, l'information des patients en amont, mais le suivi également de ces essais. Et donc, on a mis en place des modalités de coopération avec les associations. Aujourd'hui, on travaille avec près de 400 associations dans tout le champ des pathologies. Et vous avez parlé du collège pour les essais cliniques. En effet, on a fait un appel à candidature à toutes les associations pour savoir celles qui voudraient bien nous aider à relire ces fameuses notes d'information et de consentement dont vous avez parlé tout à l'heure et qui sont le document absolument clé pour les malades. Et donc, elles ont accepté. Et ce qu'on fait avec elles, on n'est pas les seuls, je crois que la Ligue aussi le fait. Ce que l'on fait avec elles, c'est qu'on travaille avec elles sur... Alors, je vais prononcer 2 mots un peu barbares, vous me pardonnez. Attention, si c'est trop barbare, je vous les fais traduire. Bon, alors, premier mot, c'est le protocole de recherche clinique. Il faut savoir qu'un essai, c'est tellement important que tout doit être écrit, tout dans le moindre détail. Et qu'à côté, il faut cette fameuse note de consentement qu'on va donner aux malades. Eh bien, ce qu'on fait avec les associations, c'est qu'on leur demande de nous aider à relire un peu le protocole et à regarder si cette note d'information dit bien tout ce qu'elle doit dire aux malades. Et puis si elle le dit bien avec les bons mots. Alors ce qui est important aussi, c'est que cette notice pour le patient, elle soit compréhensible, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les médecins ne trouvent pas toujours les mots justes pour que le malade comprenne ce qui va lui arriver. Alors on peut imaginer que pour les protocoles, c'est tellement compliqué déjà à comprendre pour les médecins. Pour le patient, ça peut être du charabia. Exactement. Et donc, cette note, elle fait 2-3 pages. Ouais. Donc, vous voyez, un protocole de recherche, ça fait 150 pages. Donc, vous voyez, déjà, l'exercice consiste à passer de 350 à 3 pages. Le deuxième exercice, en effet, c'est la lisibilité. C'est-à-dire, puisqu'on doit donner un avis, une information, il faut que la personne qui lise comprenne ce qu'elle est en train de lire. Et donc là, les associations sont extraordinairement utiles. Parce que les associations de malades, elles ont l'habitude, c'est leur métier, c'est leur mission de parler avec les malades, d'être en contact avec eux, etc. Et donc cette maîtrise du langage, au fond, de savoir qu'il ne faut pas avoir trop de mots compliqués, que si on donne un mot compliqué, il faut l'expliquer, eh bien, elle nous aide à introduire petit à petit cette lisibilité. Et les patients, quand ils lisent tout ça, ils s'acceptent quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, avec tous les risques que vous êtes obligés de mettre, même sur le plan médico-légal, hein, on est obligé d'expliquer tout ça, les patients, ça leur fait pas peur. Écoutez, ça, il faudrait poser la question aux médecins. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'entends dire, c'est qu'en effet, les médecins qui organisent des essais, parfois, ils ont un peu de mal à recruter recruter des patients. Hein. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est parce que la note n'est pas suffisamment lisible, mais il y a certainement d'autres raisons. Et je pense qu'une des raisons, personnellement, c'est que les malades, peut-être, ne comprennent pas suffisamment que cette recherche clinique, elle est extraordinairement encadrée et qu'il y a extrêmement peu de risques pour une personne qui rentre dans un essai clinique d'avoir un problème et que, de toute façon, même si elle en avait il y aurait un très très bon suivi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On va parler peut-être avec vous du consentement spécifique, parce que tout à l'heure, on a parlé du consentement éclairé, libre, avant de se faire opérer. Là, dans le cadre des essais cliniques, il y a un consentement spécifique. Marie-Lanta, vous êtes chargée de mission information des patients à la Ligue contre le cancer. Alors, c'est quoi ce consentement spécifique ? Disons que la personne qui va participer, qui va accepter de participer à une recherche clinique, va faire un choix. Et pour faire un choix, il faut avoir un certain nombre d'informations. Et ce consentement, il va être axé sur l'information du patient. Ce qu'on disait à l'instant,
Donc si je vais définir, je dirais que c'est l'art d'informer le plus clairement possible le patient qui souhaite participer à une recherche clinique avant de recueillir son consentement et que son consentement soit libre, c'est-à-dire délié de toute pression. Et il ne doit pas signer au moment où il le lit devant vous? Non. Hein, devant les médecins. La loi a organisé l'accès à cette information en plusieurs étapes. Il y a d'abord une première étape qui est un entretien médical obligatoire. Et c'est le médecin investigateur qui va, donc c'est celui qui coordonne la recherche, qui va donner des explications donc les plus claires possibles à son patient. Et le patient, c'est important en ce moment pour lui, parce qu'il faut qu'il pose toutes les questions qui vont faciliter sa compréhension et plus tard son adhésion ou non au traitement. C'est pas un entretien qui dure 10 minutes comme une consultation à l'hôpital. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Il a combien de temps pour réfléchir? Alors, pour réfléchir, il a 48 heures en général, quelquefois plus. Donc il y a un délai. Et avec ce délai, donc on lui remet aussi la fameuse notice, au cours de cet entretien, la fameuse notice écrite. Et muni de cette notice écrite qui reprend tout ce qui a été dit à l'oral, en fait, plus tous les effets secondaires listés. Donc là, pas de panique, parce qu'il y a énormément d'effets secondaires. Ils sont listés dans des plus fréquents, plus rares. Si c'est 1 sur 1 million, mais il faut que les patients sachent qu'on n'a pas tous ces effets secondaires, bien évidemment. On a le droit de dire oui et non après? Oui. On peut dire non. On peut sortir, c'est réversible. On peut sortir d'un essai à n'importe quel moment sans avoir à se justifier. Et à ce moment-là, le médecin est obligé de vous proposer un nouveau traitement et vous serez bien suivi. D'ailleurs, cette réversibilité, elle est valable pas seulement pour les essais cliniques, elle est valable aussi pour tout traitement. C'est-à-dire qu'on vous donne de la chimio pour un cancer, par exemple, vous n'en voulez plus, vous pouvez demander à ce moment-là. Exactement. Toute personne hospitalisée capable de prendre une décision peut très bien refuser un acte diagnostique, un traitement. Il y a juste le cas où, si ça met en danger sa vie, à ce moment-là, le médecin qui a un devoir d'assistance va peser de tout son poids pour essayer de faire comprendre au patient l'obligation de se soigner. Par contre, si le patient réitère son refus de soins, il est obligé de... à ce moment-là, le médecin est obligé de respecter le choix du Et patient. dans les cas extrêmes, on a même le droit, contre l'avis médical, de quitter l'établlement, de quitter l'hôpital. Mais à ce moment-là, il faut signer une décharge pour que le médecin soit déchargé, bien sûr, sur le plan médico-légal. Merci à toutes les deux pour ces explications. Alors, le bilan de cette première partie de l'émission paraît clair. Le patient a le droit de prendre part aux décisions médicales qui le concernent. Il a aussi le droit d'être informé sur son état et même, on vient d'en parler, d'accepter ou de refuser les soins. Bref, aucune décision ne peut être prise sans son accord. Mais sachez qu'il existe un autre aspect très important du droit à l'information des patients qui est résumé dans le 10e point de la charte. La personne hospitalisée bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. En clair, en plus d'une information sur son état actuel, le patient a le droit d'accéder au contenu de son dossier médical. Patrick, notre héros, l'a d'ailleurs bien compris. On regarde. Oui, c'est noté. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Ah, monsieur Lemur. Comment allez-vous depuis votre opération? Vous avez bonne mine? Traité très très bien. Que puis-je pour vous? Alors écoutez, je dois déménager rapidement en province et j'aurais besoin de récupérer mon dossier médical. Tout votre dossier médical? Ça fait 10 ans que vous êtes suivi dans 2 services de l'hôpital, ça risque de prendre un peu de temps pour vous faire toutes les photocopies. D'accord, donc alors en fait, j'aimerais juste récupérer plus précisément les résultats d'examen de ma biopsie lors de ma première intervention en 2000. Ah, super, c'est génial.
Bon, bah alors ça ne sera pas très long. Pour cela, il faut vous rendre au secrétariat au 3e étage, demander la secrétaire médicale, et elle fera tout le nécessaire pour que les éléments vous soient adressés. C'est parfait. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Monsieur Lemur, c'est de ce côté. Et bon déménagement. Merci. Alors, comme Patrick, quand on veut accéder aux informations contenues dans son dossier médical, il vaut mieux préciser sa demande. Inutile de demander l'ensemble de son dossier, on n'en aurait aucune utilité. Et la logistique nécessaire pour le récupérer et le copier serait bien sûr absolument énorme. Professeur Jean-Marie Desmond, bonjour. Vous êtes médiateur médical et coordinateur des médiateurs de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc vous êtes le chef des médiateurs finalement. Quelque sorte. Le patron des médiateurs, le grand médiateur. Alors, Je coordonne plutôt leur action. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait concrètement une demande de dossier médical? Et bon, on a toujours des cas de patients qui l'ont reçu en 48 heures, mais c'est pas toujours aussi simple. Alors, c'est quoi les délais? Comment on fait et quels sont les délais? Alors, pour demander son dossier auprès d'un établissement, il suffit de faire une demande écrite qu'il faut accompagné d'une copie de la carte d'identité pour sécuriser, je dirais, cette remise de dossier. Et les délais, la loi prévoit 8 jours pour les hospitalisations et les actes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, et au-delà, il faut 2 mois au moins. Ouais. Alors, quelquefois, les délais sont un peu plus longs pour la photocopie des documents, pour le tri des pièces dans le dossier. Et pour les dossiers au-delà de 5 ans, c'est la récupération auprès des services d'archivage. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Parce qu'on a vu que ce n'était pas utile d'aller demander 20 ans d'archives. Il faudrait une grosse armoire chez soi pour ranger tout ça, puis on ne comprendrait pas, ça n'aurait aucun intérêt. Mais est-ce qu'on peut demander des choses précises? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des parties du dossier qui nous sont interdites? Alors, en principe, le patient a le droit d'avoir accès à toutes les pièces du dossier. Absolument tout, les prescriptions, les comptes rendus d'examen, les examens biologiques. Rien ne doit lui être caché. Sauf, il y a deux cas où, en principe, les informations peuvent être retenues. C'est les notes personnelles, qui, en principe, ne doivent pas être archivées et doivent disparaître quand... C'est quoi des notes personnelles? Les notes personnelles des médecins qui peuvent avoir un commentaire particulier sur le dossier. Et puis les informations qui viennent de tiers éventuellement, pour ne pas mettre en difficulté. C'est compliqué quand vous parlez d'informations personnelles, un médecin qui remplit, alors maintenant c'est souvent informatisé, mais enfin un médecin qui remplit les fameux dossiers bleus à la PHP. Non, mais c'était une disposition qui était pour rassurer les médecins. Parce que c'est vrai qu'il nous arrive, je suis médecin, j'exerce aussi, mais il nous arrive de mettre des choses sur le patient un peu psychopathe parfois, parce qu'on estime qu'il a des symptômes qui ne sont pas d'ordre mécanique, mais autre chose. Et pour le médecin, ça veut dire voir côté psy. Pour le patient, il peut prendre ça comme je suis fou. Donc c'est parfois un peu délicat. C'est un peu délicat. Donc on considère que ces notes dites personnelles peuvent évidemment ne pas être communiquées. Qui peut demander l'accès au dossier médical? Alors soit pour soi-même, on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des tierces personnes qui y ont droit? Alors, seul le patient a le droit d'avoir accès à son dossier, et je dirais sans motiver d'ailleurs la demande. Il peut le demander à tout moment. Ceux qui ont accès au dossier, c'est les parents des mineurs, à condition que ces mineurs donnent leur autorisation. Un mineur a le droit d'interdire au médecin de communiquer son dossier à ses parents. Alors, évidemment, on voit bien la difficulté de la situation. Il faut essayer, pour le médecin, de convaincre l'enfant ou l'adolescent, il s'agit plutôt d'adolescents, que les informations doivent être communiquées aux parents. C'est fréquent, ça, que les adolescents refusent quand ils sont en conflit avec les parents? Ça se voit, par exemple, pour les interruptions de grossesse chez les jeunes filles qui ne souhaitent pas que les parents soient mis au courant, et les médecins sont tenus de respecter cette réserve. Un médecin peut avoir accès au dossier médical à condition que ce soit son patient. On rappelle, le code de déontologie est très clair là-dessus. Les médecins ne peuvent échanger des informations sur un patient que si c'est dans l'intérêt du patient. Autrement dit, on ne peut pas dire j'ai soigné un tel rien que pour se faire mousser parce que c'est quelqu'un de connu et demander son dossier médical. Absolument. Et avec l'accord du patient. Et alors, il est bien entendu que ni les proches
ni l'entourage, et a fortiori l'employeur, le banquier ou l'assureur, n'ont accès au dossier. Seul le patient a accès à son dossier. Le conjoint non plus, les parents non plus, c'est toujours pareil. Non. Il faut que ça passe par le patient. Absolument. Si le patient donne l'autorisation de communiquer les éléments du dossier à sa femme ou à ses enfants, pas de problème. Mais il faut que ça soit sur une demande expresse du patient. Et alors c'est pareil, parce que si j'ai envie, moi, de prendre des nouvelles d'un de mes proches, est-ce que je peux, sans passer par mon ami, accéder directement au médecin, à l'infirmière du service et lui dire, voilà, par téléphone par exemple, je voudrais des nouvelles de mon ami, des nouvelles médicales de sa santé? Non, il y a le principe du secret médical doit s'appliquer vis-à-vis de toutes ces demandes. Seul le patient a le droit d'autoriser le médecin à donner des informations, médecin ou le personnel soignant, mais en aucun cas le médecin ou le soignant peuvent prendre l'initiative de donner des nouvelles sans l'accord du patient. Alors il y a des circonstances exceptionnelles, c'est par exemple les patients qui sont dans un service de réanimation, qui sont dans le coma, qui sont inconscients. Donc là, dans cette situation, on peut comprendre que si on ne donnait pas de nouvelles à l'entourage, ça éventuellement, dans les litiges, on peut passer par la personne de confiance qui va dire on peut à cette personne donner des informations et pas à telle autre. Absolument. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, si on résume, c'est le patient qui décide de la place qu'il souhaite accorder à ses proches. C'est d'ailleurs, là encore, stipulé dans la fameuse charte de la personne hospitalisée. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne, ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. Pour en savoir plus, on va retourner voir notre héros, Patrick, ou plutôt sa chère maman, qui, figurez-vous, s'inquiète pour son petit garçon de 40 ans. Patrick, ouvre! C'est maman! Patrick! Patrick! Ouvre, c'est ta mère! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est vous, Madame Lemur. Comment, qu'est-ce qui se passe? Je viens voir mon fils, le pauvre, il répond pas. Enfin, Madame Lemur, vous étiez là pas plus tard qu'hier soir. Et alors? En plus, il répond pas, vous voyez bien quand même. Mais écoutez, c'est normal, il est 15h, il fait la sieste. Il a besoin de repos. Vous allez pouvoir me donner les résultats de ses examens. Dites-moi qu'il va bien. Oui, il va très bien, rassurez-vous. Par contre, les résultats, je n'ai pas le droit de vous les donner. Ils ont été transmis hier par le médecin et votre fils sera revu lors de sa sortie cet après-midi. Alors pourquoi il dort encore alors? Écoutez, peut-être que venir le soir à 10 et repartir vers 22h, ça l'a fatigué un petit peu. Et qu'il a envie de dormir. Madame Lemur, ne vous inquiétez pas. Attendez qu'il se réveille, ça ne sera plus très long. Et vous aurez tout le temps de lui parler et de voir que tout va bien. Venez. Avant de reparler de Patrick et de sa maman, une petite précision sur l'accès au dossier médical, notamment en cas de décès, parce que les choses sont très précises. Seuls les ayants droit d'un patient décédé peuvent accéder au dossier médical, et ce dans 3 circonstances précises: connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. Il fallait le préciser. Alors, Patrick, donc, est en train de dormir. Et sa maman ne peut pas entrer dans sa chambre, c'est un drame. Almecinda Chabas, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre supérieur de santé dans les services de dermato, chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique à l'hôpital Saint-Louis. Un patient, ce qui paraît logique, peut refuser une visite s'il n'a pas envie d'être dérangé. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs possibilités. Il peut d'emblée, dès son entrée à l'hôpital, vouloir garder son hospitalisation sous secret. À ce moment-là, il est hospitalisé, ce qu'on appelle sous mise au secret. Donc, à son entrée, il remplit un papier, ce qui fait que quand quelqu'un se présente et qu'il demande si Monsieur X est hospitalisé, on lui dira non. Et seuls les professionnels de santé, eux, ont accès dans les logiciels professionnels à son nom. Après, il y a la possibilité du patient qui est hospitalisé sous son nom, qui ne veut pas être hospitalisé en mise au secret, mais qui décide qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas lui rendre visite. Alors la difficulté, bien évidemment, c'est de pouvoir être là au moment où quelqu'un arrive. Il faut filtrer, voilà. Quoi. Il faut filtrer, et il est vrai qu'on ne peut pas toujours filtrer. Donc quand on fait au mieux, évidemment, mais on n'a pas assez... Enfin, je veux dire, on ne peut pas filtrer complètement les visites, parce que les visites, il y a des horaires, et on ne peut pas avoir quelqu'un devant une porte. Ouais.
Voilà. On peut imaginer que là où vous avez pas mal de problèmes, c'est quand c'est une personnalité quelqu'un de connu qui est... Voilà. Celle-là, les paparazzis ne peuvent pas arriver en disant bonjour, je viens voir un tel ou un tel. Marie-Claire Lézère, bonjour. Vous êtes coordinatrice sociale au comité départemental de la Ligue contre le cancer à Strasbourg. Vous avez été une proche de patients pendant de nombreuses années. Alors, on vient de l'entendre, le patient et le personnel médical, et c'est là où on va en venir, ont le droit d'imposer quand même un certain nombre de contraintes en termes de visite. C'est pas, quand on est un proche, pas toujours facile à accepter ça. La place du proche, je dirais, est à la fois importante, complexe et parfois difficile. Importante dans le domaine du soutien par rapport à la maladie, surtout si c'est une pathologie grave. Complexe et difficile du fait que, en tant que proche, on souhaite toujours ce qui est de mieux pour le malade en matière de soins. Donc un proche peut avoir tendance, je ne vais pas dire à harceler un petit peu le personnel médical par rapport au patient en disant oui, est-ce que... C'est presque du harcèlement, oui, mais pour le bien du malade et pour le bien de son proche aussi qui a besoin d'être rassuré. Mais en même temps, je pense en tant que proche, il faut pouvoir garder un minimum de recul. Si on n'arrive pas à garder ce minimum de recul, c'est vrai qu'on a tendance à surinvestir le patient, se mettre à la place du professionnel de santé, et puis ne plus avoir d'objectivité et parler plutôt par rapport à ses propres angoisses qu'on a et non par rapport aux besoins du patient. Ouais. Surtout, comme dit, si c'est une pathologie qui, à terme, un pronostic vital. Voilà, le pronostic vital est engagé, il est important d'observer ou de garder ce minimum de recul pour le bien du patient et pour les relations avec le personnel médical. Almensina, un patient, on l'a entendu, vous nous l'avez dit tout à l'heure, a le droit de dire qu'il veut voir personne, mais le plus souvent, heureusement, ce sont des gens qui veulent être accompagnés, et ils veulent même être accompagnés dans leur chambre, ils veulent que leurs proches restent avec eux. Alors, il ne s'agit pas de faire entrer 25 personnes, mais on peut ça ? Oui, on peut. En fait, là encore, il y a différents cas de figure. Soit c'est un mineur, et de fait, il n'y a aucun souci, les parents resteront avec lui. Soit c'est quelqu'un qui est majeur et qui émet quand même ce souhait, dans la mesure du possible, parce que pour qu'il reste avec le patient, il faut que ce soit une chambre seule, parce qu'on a soit des chambres seules, soit des chambres à 2 lits. Donc il faut aussi ne pas perturber le voisin, ni les soins, ni l'organisation des soins. Donc dans la mesure du possible, on le fait. Également pour les horaires de visite, puisque vous en avez parlé, c'est pareil, les visites généralement c'est de 13h à 20h30. Il est évident que si un proche souhaite venir le matin parce que l'après-midi il ne peut pas, bien évidemment l'équipe soignante va dans la mesure du possible, sans perturber l'organisation des soins, y compris pour le patient lui-même comme pour son voisin, accepter que les proches viennent. Et si on peut, à chaque fois, on répond présent pour que la famille puisse accompagner. C'est une grande aide. Alors, un autre aspect important au sujet de l'environnement du patient lors de son séjour à l'hôpital, c'est le point numéro 8 de la charte, qui est un point important, mais ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi il a fallu le mettre dans une charte. Vous allez nous l'expliquer. La personne hospitalisée est traitée avec égard. C'est vrai, c'est étonnant qu'on ait eu besoin d'expliquer que finalement le patient c'est un être humain et qu'il faut avoir des égards vis-à-vis de cet être humain. Alors déjà, la chambre d'un patient est assimilée à un lieu privé. Donc bien évidemment, un patient quand il est dans sa chambre, il a des droits. Il a le droit de pratiquer ses croyances, d'émettre des choix sur son alimentation, sur son intimité, enfin d'émettre des différents choix. Dans la mesure, et toujours pareil, parce qu'on est toujours entre, c'est ça la difficulté, c'est faire coïncider les souhaits d'un patient, ses exigences, et puis l'organisation des soins, même pour le patient lui-même. Si je peux me permettre de prendre un exemple, un patient qui ne voudrait pas passer au bloc opératoire, je ne sais pas, le matin, mais plutôt l'après-midi, un bloc opératoire, il y a plusieurs patients, il y a une organisation, on ne peut pas toujours. Mais dans la mesure du possible, on le fait. Pareil, il ne peut pas interdire l'accès de sa chambre au médecin qui est en train de faire sa visite. Il devrait pouvoir en théorie, puisque c'est chez lui. Mais alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi personnellement, j'ai déjà connu cette expérience-là. Par exemple, un patient qui dit moi ma chambre c'est mon lieu privé et je ne veux pas que soit tel médecin, soit telle infirmière s'occupe de moi. Oui, ça arrive. Là, c'est pareil. Après, d'un point de vue médical, on a un responsable de service qui essaye de discuter avec le patient, de comprendre pourquoi. D'un point de vue paramédical, on a le cadre supérieur qui se déplace et qui essaye de comprendre pourquoi, qui essaye d'expliquer, d'entendre le patient.
Il a souvent je veux dire, ce qu'il argumente, on l'entend. Ouais. Nous, on lui explique aussi nos problèmes d'organisation, et on arrive quand même souvent à trouver un terrain d'entente. Mais on va prendre un exemple. On n'est plus au début du XXe siècle où il y avait le mandarin suivi d'une quarantaine d'étudiants en médecine. Mais quand même, est-ce que ce cas, par exemple, du médecin qui rentre avec ses étudiants, avec ses externes, avec ses internes, avec les infirmières, avec la surveillante du service, ça fait parfois 10 personnes dans une chambre. Et parfois, il y a plusieurs médecins ou étudiants qui vont venir examiner, parfois de façon intime aussi, le patient. Est-ce qu'un patient a le droit de refuser ? De dire, voilà, moi, le patron, il rentre, mon médecin, il rentre, le chef de service, l'agrégé, le chef de clinique, je veux personne d'autre. Oui, il a le droit, mais il a le droit et ça sera respecté. Mais j'ai envie de préciser quelque chose d'important, c'est parce que depuis tout à l'heure, on parle du droit du patient. Chaque patient est unique. Et quand on travaille dans le monde de la santé, que ce soit les médecins, les infirmières, la plus grande qualité, c'est l'adaptabilité. Donc chaque situation est unique et chaque situation est à discuter avec le patient. Et en tout cas, moi, en 24 ans de carrière, je n'ai jamais vu un médecin ou une infirmière refuser la volonté d'un patient. Marie-Claire Lézère, alors les proches, bien sûr, sont concernés également par la nécessité de respecter l'intimité du patient, la tranquillité et les croyances des autres patients, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que des chambres au sol partout, loin de là, hein, même s'il y en a plus dans les nouveaux hôpitaux, ça aussi, c'est important. Je pense qu'il est important, donc, d'une part, que l'établissement public et même les proches respectent les convictions du patient et permettent au patient de pouvoir participer au culte de la confession qui le concerne, à condition que ça ne perturbe pas le fonctionnement du service et que ça ne perturbe pas l'entourage ou les patients qui sont hospitalisés donc avec lui et leurs proches. D'accord, oui, parce qu'il est évident que dans certaines religions, par exemple, où il ne faut pas allumer la lumière pendant 24 heures, c'est un peu compliqué si vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre. Mais en général, c'est assez bien compris, même par les personnes qui sont très croyantes. Et puis, il faut expliquer aussi, peut-être aux personnes qui nous regardent, qu'on évite les visites à 15 personnes dans une chambre. Et ça, ce n'est pas toujours bien compris par les patients. En tant que proche des malades, c'est une situation que nous avons rencontrée. Et à un moment donné, en concertation avec le personnel médical, le patient et l'entourage vraiment proche, la famille, il a été décidé de poser une affichette sur la porte en demandant aux visiteurs de s'adresser au personnel médical avant d'entrer dans la chambre. Le patient donc, avait donné des instructions en disant, voilà, si telle personne se présente, je ne souhaite pas la recevoir. C'est ce que vous aviez dit. Oui, ou à tel moment j'ai envie de me reposer, un peu comme dans notre fiction. Je veux dire, à un moment j'ai envie d'être tranquille pendant 3 heures, donc pendant 3 heures, je ne veux pas qu'on rentre dans ma chambre, bien sûr. Il est peut-être difficile pour la personne qui se déplace spécifiquement pour rendre visite au patient, mais je dirais que c'est la volonté du patient qui prime. Merci à toutes les deux pour ces explications. Alors on le voit depuis le début de cette émission, tout doit être mis en œuvre pour que le séjour à l'hôpital se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le patient. Mais malheureusement, c'est évident, tout ne se passe pas toujours exactement comme prévu. Parfois, il peut y avoir des insatisfactions. Et dans ces situations, les usagers ont aussi un certain nombre de droits, en particulier celui d'être entendus. C'est le point numéro 11 de la charte de la personne hospitalisée qui nous dit que l'hôpital reconnaît à tout usager le droit d'exprimer ouvertement son insatisfaction quant au service qu'il a reçu ou aurait dû recevoir. Alors comment les patients peuvent-ils exprimer ces insatisfactions au sein de l'hôpital ? Voyons quelques éléments de réponse dans ce reportage. Délai d'attente trop long, problème de communication avec le personnel médical, disparition d'objets. Parfois, le séjour à l'hôpital ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Que faire lorsque l'on rencontre de telles difficultés ? En premier lieu, il faut s'adresser au cadre de santé de votre service. Il se doit d'être là pour vous écouter. La règle générale dans un hôpital, là où ça ne se passe pas bien, c'est lorsque le patient n'a pas les informations, les explications et qui ne se sent pas pris en charge et pas entendu. Le rôle aussi des cadres, c'est d'écouter les usagers parce que quand ils ont des choses à dire, c'est que l'organisation ou un dysfonctionnement s'est produit et le dysfonctionnement, c'est dans notre rôle de les gérer et d'y remédier. Il faut toujours rester très vigilant
sur ce qu'ont à dire les usagers, sur leur ressenti de leur prise en charge, et ne jamais laisser partir un usager qui a quelque chose à dire et qui n'a pas l'explication appropriée à sa demande. Autre interlocuteur privilégié en cas d'insatisfaction, le responsable de la relation avec les usagers, membre de l'équipe de direction de l'hôpital. La chargée de relations avec les usagers dans un hôpital, elle est là en premier lieu pour recueillir l'expression des usagers. Que ce soit tout ce qui est insatisfaction, doléances des usagers, donc patients et familles, mais également tous les remerciements. Et ensuite, bien sûr, on n'est pas là seulement pour recueillir, le témoignage, on l'exploite et on met des mesures d'amélioration en place par rapport au constat qui a été fait. Quand on reçoit une réclamation, donc, on fait une enquête auprès du service. Si ça concerne un problème médical, on va recueillir des éléments auprès du chef de service et des médecins concernés. Si ça concerne un problème paramédical, donc du fonctionnement du service, on recueille des éléments auprès du cadre supérieur de santé. Donc ensuite, une fois qu'on a réceptionné ces éléments, on fait une réponse écrite au patient ou à la famille. Et puis parfois, quand le patient le demande ou quand on estime qu'il est intéressant d'organiser une réunion, on organise une réunion de médiation. Alors qu'est-ce qui se passe ? La réunion de médiation concerne les litiges les plus graves, ceux pour lesquels aucune solution n'a pu être trouvée par le service concerné ou la direction de l'hôpital. Le patient ou sa famille expose alors son problème en détail à un médiateur médical ou paramédical. Le médiateur médical va s'occuper de litiges médicaux. Mauvaise prise en charge, erreur diagnostique. Le médiateur paramédical va s'occuper du même type de problème, mais ayant trait à quelque chose qui est plus du ressort des infirmières et de soignants, de brancardiers, etc. Un médiateur est neutre en ce qui concerne la réclamation. Par exemple, moi je suis rhumatologue et je ne m'occupe pas des médiations ayant trait à des événements survenus dans mon pôle. Mais une fois que j'ai les éléments... Bien souvent, l'intervention d'un médiateur permet de régler les problèmes et d'aboutir éventuellement à un dédommagement. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, le médiateur reste un interlocuteur privilégié qui saura orienter le patient ou sa famille sur les autres recours possibles. Alors on vient de le voir, en cas d'insatisfaction, on peut s'adresser à un certain nombre d'interlocuteurs au sein même de l'hôpital. Et bien sûr, en cas de problème plus grave, plusieurs voies de recours et d'indemnisation ont aussi été mises en place. Par ailleurs, il faut savoir que dans chaque établissement, il existe aussi une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, connue sous un très très joli nom, le CRUCP. Alors, Marinette, Olivier, Thomas, bonjour, c'est pas vous qui avez décidé de ce nom. Non, ce nom barbare. C'est sympa, le CRUCP. Alors, en tout cas, vous êtes directrice des droits des patients et de la performance médicale pour le groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal. Alors, même si on a du mal à le prononcer, vous allez nous expliquer ce qu'il y a dans ce CRUCP. Alors, cette commission des relations avec les usagers veille à ce que les droits du patient soient bien respectés, que la qualité soit dispensée et que tous les dysfonctionnements rencontrés au cours du séjour du patient puissent être corrigés et améliorés pour les patients qui sont à l'hôpital. Alors, comment fonctionne cette CRUC ? Cette CRUC est à moitié composée de représentants d'usagers, dont Madame Moisset, qui est ici, en fait partie, et de la moitié de professionnels. Je dirais qu'après quelques années d'expérience de voir fonctionner cette CRUC, elle a amélioré en tout cas les relations entre les professionnels et les usagers. Car lors de cette commission, il est question de pas mal de problèmes rencontrés au niveau des services par les patients ou les familles ou le représentant des usagers. Et un lien, je trouve, s'établit, un lien de confiance, de respect qui permet d'améliorer le fonctionnement. Par exemple, nous avons eu plusieurs médiations concernant l'information médicale qui n'est pas toujours très bien donnée au sein des hôpitaux. Et des progrès importants ont été faits. Les deux médiateurs médicaux ont saisi
les chefs de service, voire les chefs de pôle concernés par ces problèmes d'absence de communication, d'information pour les patients et les familles. Et je dois dire que depuis quelques mois, mais à nouveau, là, il va falloir probablement faire un rappel, on s'est aperçu que cette médiation, ce retour vis-à-vis des professionnels concernés a amélioré les informations auprès des familles. Alors comment je rentre en contact avec un membre du CRUC ? Alors, nous avons fait un grand effort de communication, c'est-à-dire que nous avons mis des affiches dans tous les services de la composition de la CRUC. Et de plus en plus, on se rend compte que des familles, voire même des patients, communiquent directement avec des représentants d'usagers en leur disant voilà, j'ai tel et tel problème, est-ce que je pourrais vous rencontrer ou est-ce que vous pourriez saisir le médecin, etc. Donc on voit bien que maintenant il y a de plus en plus de familles ou de patients qui prennent contact directement. Alors, Madame Moisset, bonjour. On vous a cité il y a quelques instants. Vous êtes représentante des usagers de Lariboisière et Fernand Vidal. Donc, vous faites partie de ces commissions. C'est quoi vos missions exactement ? Et puis, est-ce que c'est facile de discuter avec des médecins qui sont dans leur service et à qui vous allez expliquer ce qui ne va pas ? Écoutez, tout d'abord, c'est un cheminement personnel pour moi, mais je suis visiteuse de malades à travers l'association VMEH. Et j'ai dû être en relation avec le service de CRUC pour tout d'abord des raisons de visite. Et Madame Thomas et puis son groupe m'ont demandé donc d'être le témoin, d'être présente aux réunions qu'ils font 4 à peu près par an. Donc c'est du bénévolat ? C'est du bénévolat. D'accord. Et donc votre mission ma mission au sein de la CRUC, c'est d'abord d'être présente auprès de professionnels, d'être à l'écoute et parfois de faire remonter ce dont je suis témoin au cours de mes visites, déjà depuis un certain nombre d'années. En principe, elle se passe très bien. Les gens peuvent être très contents, très satisfaits. Vous espionnez un peu dans les services ou... Vous êtes un peu la taupe, ça vient naturellement à moi. Ouais. J'ai une perception et un sens. Vous vous baladez dans les services et puis quand il y a quelque chose Je ne suis pas là pour être... non, je ne suis pas une espionne. Je suis là pour être auprès du malade. Non, vous êtes auprès du malade, mais s'il y a des choses qui vous choquent un peu, vous remontez. Je suis choquée. D'abord, c'est le malade qui m'interpelle, qui me présente ses problèmes. Je le calme, je suis à l'écoute, je l'aide à relativiser et aussi à prendre contact avec les personnes du service qui peuvent être amenées à s'occuper de son problème. Mais il arrive que cela a déjà été fait, qu'il a plus ou moins été entendu. Alors je lui indique, ou je sais à peu près où se trouve le patron ou le cadre infirmier, ou ces personnes au-dessus pour l'orienter et l'aider. Ils font appel à vous pourquoi, par exemple ? Parce que les coquillettes sont froides, parce que... Ça peut être des problèmes de cuisine, ça peut être des problèmes d'hygiène, ça peut être surtout manque de relation avec, d'écoute, pas assez être écouté ou pas avoir eu assez de réponses aux questions même médicales, surtout médicales, qui peuvent se poser. Et là, c'est le rôle des médecins ou des chefs de service. Alors, bien, je les incite à... Je les pousse même, parce que je crois qu'on a tous été témoins un jour, dans nos vies familiales ou autres, de ce genre de choses, de ne pas avoir été assez entendu, de ne pas avoir assez été informé. Oui, on a tous été, mais tous ceux qui ont été hospitalisés un jour, mais il y a aussi un besoin qui n'est pas compatible avec le fonctionnement d'un service. Tous les patients ont envie de voir le médecin. 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée pour se rassurer, pour qu'il vienne donner un résultat d'examen, pour des choses comme ça. Or, le médecin, il fait sa visite le matin, il a son travail aussi à côté, il fait éventuellement la contre-visite le soir, mais il y a une insatisfaction qui est presque normale aussi. Alors, comment vous arrivez à faire la part des choses entre le patient qui en demande trop et le patient qui n'a pas obtenu finalement le strict nécessaire? Je crois qu'on l'aide à relativiser. Dans ce cas-là, on se met à la place du médecin, on se met à la place des soignants. Donc on ne va pas entrer dans ce système où il va pleurer être gênant en fait pour les soignants. Mais par contre, il y a un questionnaire de sortie
qui leur est confié à l'entrée. Et là, moi, souvent, je les incite à bien le remplir. Et si je sens que leur problème est insoluble à leurs yeux et même peut-être réellement, je leur dis que leur famille ou quelqu'un peut se déplacer auprès du service où là, discrètement, elles vont faire un travail remarquable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des services où il n'y a jamais de problème concernant l'information, la communication de l'information médicale. Parce que le chef de service a compris que c'était important. Exactement. Merci à toutes les deux pour ces explications. Alors, vous l'avez compris, en cas de souci, n'hésitez pas à vous adresser à un représentant des usagers de votre hôpital ou bien à la direction en charge des droits des usagers. Tous ces gens-là sont là pour vous aider. Voilà, on vient de faire donc un tour d'horizon à peu près complet des droits des patients quand ils séjournent à l'hôpital. L'ensemble de ces droits pourrait se résumer ainsi. D'abord, le droit d'être traité avec égard, on l'a vu tout à l'heure, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, c'est très important. Ensuite, le droit d'être informé sur son état de santé et de participer aux choix thérapeutiques. Également le droit de recevoir les meilleurs soins possibles, ça paraît évident, mais vaut mieux le dire. Et le droit d'exprimer ses remarques et d'être entendu. Sachez également que tous ces droits dont nous venons de parler sont résumés dans le livret d'accueil qui est remis à chaque patient à son admission à l'hôpital. Lisez-le attentivement parce qu'il contient vraiment de nombreuses informations précieuses. Il contient aussi, on en a parlé, un questionnaire de sortie. Il ne faut pas hésiter à le remplir parce qu'il est là pour aider les établissements à progresser, à s'améliorer. Pour finir, si vous souhaitez en savoir plus sur différents sujets, vous pouvez surfer sur le web et consulter les sites internet de l'AFSAPS, de la Ligue contre le cancer ou encore le site hôpital.fr dont les adresses s'affichent en bas de l'écran. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ne vous inquiétez pas, tous ces sites seront rappelés dans le générique de fin. Un grand merci de nous avoir suivis, merci pour votre attention. À bientôt.